Bonjour à tous, je m'appelle Arnaldo Vici, je fais partie de l'équipe de support technique des CP Engineers. Aujourd'hui, on va parler des structures mixtes béton-acier. Avec cette présentation en PowerPoint, je vais essayer de vous montrer les différents pas que nous allons parcourir pendant la présentation, de façon que tous qui sont avec nous aujourd'hui puissent savoir par avance quels seront les différents outils que nous allons utiliser et aussi les différentes caractéristiques du projet que nous voulons modéliser aujourd'hui. Donc, tout d'abord, il faut savoir que vos micros vont être éteints. Donc, si vous voulez partager avec nous soit des commentaires, soit des questions, vous pouvez les faire avec l'outil qui est disponible dans l'application, le chat. Et là, vous pouvez nous écrire et nous laisser commentaires, questions ou suggestions. Donc, nous allons nous poser une question toutefois que nous investissons du temps pour voir une présentation. Et c'est pourquoi cette présentation peut-elle m'intéresser. Donc, tout d'abord, il s'agit d'une présentation d'un bâtiment qui n'est pas très commun dans nos présentations, et voilà les bâtiments que nous allons modéliser. Il s'agit d'un bâtiment pour une activité industrielle qui va se développer en sous-sol et qui va faire partie aussi d'une couverture légère en acier. Toute la partie qui est en sous-sol va se développer avec béton armé. Et on essaiera de nous éloigner du projet normal des logements ou des bâtiments industriels avec portiques en acier, des profilés lourds, de façon de pouvoir voir dans nos différents outils, CIPCAD et CIP3D, et autres outils ou autres façons de travailler qui peuvent nous aider à maîtriser plus et connaître plus approfondi les logiciels. Donc, quels sont les outils que nous allons utiliser? Tout d'abord, pour travailler avec des structures mixtes, nous pouvons faire l'utilisation des CIPCAD et CIP3D. Quelles sont les différences entre CIPCAD et CIP3D? Donc, CIPCAD, en général, il va cibler les structures qui sont du type logement, bâtiment où il y a des supports verticaux, des murs qui sont portés ou porteuses en vertical aussi, et il y a des éléments horizontaux comme poutres et planchers. Dans CIP3D, nous allons avoir des géométries beaucoup plus libres. Nous allons avoir différentes directions en l'espace. Bien sûr, nous pouvons aussi modéliser un bâtiment, mais c'est vrai qu'il y a certains outils qui nous permettent beaucoup plus de liberté dans la partie géométrie. Par contre, par exemple, dans CIP3D, nous ne pouvons pas obtenir les dessins et la modélisation des différents types de planchers que, bien sûr, nous pouvons obtenir en CIP4. Donc, quel élément nous allons travailler pour notre modèle? Quand on parle d'une structure mixte, nous pouvons bien sûr penser à éléments combinant béton-acier. Et dans ce cas, dans CIP4 et dans CIP3D aussi, surtout dans CIP4, nous pouvons utiliser éléments qui sont mixtes. Mais c'est l'élément mixte qui va être composé par exemple, dans
notre image à gauche, on voit un poteau mixte avec un âme du profilé d'acier entouré de béton armé. Ou par exemple à droite, nous pouvons apprécier donc un type de plancher avec un coffrage partout, un coffrage collaborant, et aussi une plaque de béton armé au-dessus. Donc voilà des éléments mixtes. Mais dans notre cas, et aussi dans le général, nous pouvons aussi avoir une structure combinant béton et acier. Dans les images, par exemple, nous pouvons voir différentes structures dans lesquelles il y a une partie importante de la structure qui s'est fait en béton armé, mais pour certains éléments qui ont besoin de soit de certaines caractéristiques fonctionnelles ou structurelles ou bien architecturales aussi. Nous allons utiliser par exemple des éléments de profil acier comme vous pouvez voir ici sur cette image, l'utilisation des poutres. Nous pouvons bien sûr modéliser ce type de structure sur CIPCAD et CIP3D. Donc, pour notre cas, aujourd'hui, nos deux structures seront tout d'abord la partie de couverture légère en acier. Nous allons avoir donc des différents barres des sections rondes avec une structure spatiale qui va nous permettre de porter important sans avoir une consommation importante de matériaux. Et aussi, nous allons avoir toute la partie sous-sol, fondation et rez-de-chaussée en béton armé. Quelles caractéristiques nous allons avoir pour ce sous-sol? Souvenez-vous qu'il y a une activité industrielle sur les rez-de-chaussée, un transport lourd qui vont passer là. Donc, nous allons avoir des surcharges d'exploitation importantes, 1 tonne par mètre carré. Et aussi, par exemple, vous voyez qu'ici, les poteaux qui venaient du sous-sol passent au suivant niveau et ils dépassent les rez-de-chaussée. Question d'avoir une section importante en béton armé qui peut faire face aux possibles accidents dans les mouvements des véhicules qui se fera sur les rez-de-chaussée. Donc, c'est le dessinateur qui a décidé de cette façon protéger cette section seulement obtenant une section importante en béton armé, même s'il n'est pas important ou s'il n'est pas nécessaire en réalité par résistance. Donc, commençons. Et pour commencer, nous allons tout d'abord voir un peu les modèles que nous voudrions obtenir dans notre présentation. Je vais éteindre dans ce cas la caméra de façon que tout l'écran soit disponible pour la présentation. Donc, voici l'espace de travail de CIPCAD. Nous pouvons voir ici les différents niveaux que nous allons développer. Nous allons travailler cette fois-ci avec un radier et des poutres de fondation. Les poutres de fondation vont se différencier des les poutres normaux dans les modèles, car ils vont obtenir une réaction du sol et pour les pouvoir modéliser, ils vont nous demander aussi la réaction et pas seulement la résistance du sol. Des autres caractéristiques vont différencier un peu ce projet. Souvenez-vous, comme il s'agit d'une structure de type industriel, pour cette activité, nous allons par exemple utiliser
des sections qui ne sont pas toujours rectangulaires, sinon qu'on va utiliser des sections de poutres, des sections variables. D'accord? On va utiliser donc les radiers, poutres de fondation. On va utiliser aussi un escalier. Et nous allons, pour la modélisation du rez-de-chaussée, on va appliquer l'alternance des surcharges. Une chose importante, quand un projet a des charges d'exploitation au-delà de 400 kg par mètre carré. Donc, nous allons commencer aussi. Nous allons développer les modèles avec des lignes de référence. Et c'est un autre type d'introduction que nous pouvons appliquer sur CPCAD. C'est à l'aise, surtout quand il y a des géométries régulières comme c'est notre cas. Et nous pouvons obtenir bénéfice de cette introduction et cette définition. Nous verrons à la fin la possibilité d'obtenir les plans d'implantation. Et d'autres choses intéressantes que nous allons voir pendant la présentation, c'est l'utilisation de différentes façons de définir les diagrammes de pression du sol pour nos murs de sous-sol. D'accord? Donc, commençons avec la définition de notre projet. Nous allons sur CPCAD, nous allons définir un nouveau projet. Dans ce cas, nous allons utiliser un ouvrage vide. Voici les normes que nous allons utiliser. Aussi la définition des matériaux, aussi la définition de la résistance du sol. Nous pouvons bien sûr faire la définition des charges de vent, action sismique, contrôler la résistance au feu. Donc, différents pas qu'en général, vous pouvez connaître soit parce que vous avez assisté déjà à d'autres présentations, ou bien sûr, vous pouvez suivre sur différents séminaires ou webinaires sur notre canal de YouTube. Donc, voici notre espace de travail. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, il faut décrire une caractéristique importante dans les logiciels CPCAD. Nous allons avoir différents onglets. Et ces onglets vont nous dire à peu près les chemins que nous devons parcourir pour modéliser un projet. Donc, entrée des poteaux, entrée des poutres, résultat, isovaleur, sécurité santé. Et dans ce cas, nous n'allons pas utiliser sécurité santé. Donc, nous commençons avec l'entrée des poteaux. Et la première chose que je vais faire dans ce cas, c'est créer les lignes de référence. Avec cet outil, je vais tout d'abord commencer avec les lignes de référence horizontales. J'accepte. Je clique sur les suivants. Je vais mettre une distance de 6 mètres. La deuxième va s'appeler B. C'est la 6 mètres pour la suivante. Dénomme C. 6 mètres pour la suivante et dénomme D. Maintenant, on va définir les lignes verticales. Donc, pour ça, je vais l'appeler avec numéro, 6 mètres de distance, nombre 2. Troisième, 6 mètres de distance, nombre 3. 6 mètres de distance, nombre 4. Voici donc les différentes références et lignes de référence qui
vont s'utiliser pour l'introduction des différents poteaux. Donc, maintenant, il faut définir la géométrie en hauteur de mon projet. Je vais aller sur Nouveau niveau, Livre, du niveau inséré. Dans la deuxième partie, souvenez-vous, ces petits poteaux de protection pour les structures de 1,20 m. Ici, il ne me faut pas définir des charges d'exploitation ou des charges permanentes. En réalité, je vais appliquer 0 pour ce. Et pour les sous-sols, j'aurai une hauteur de 3,15 m. Cette fois-ci, la charge d'exploitation, je vais la définir en deux parties et vous allez voir les processus après. Mais pour la surface générale du niveau, je vais appliquer 400 kg par mètre carré ou 0,4 tonnes par mètre carré de charge d'exploitation et charge permanente de 0,2. Donc, j'accepte et je peux commencer donc tout d'abord la définition des niveaux pour descendre la cote du plan de fondation à moins 3 mètres. D'accord? Comme ça, je vais établir les sous-sols. J'accepte et je commence maintenant la définition des poteaux. Nouveau poteau. Voici les différentes caractéristiques des poteaux que je vais définir. Souvenez-vous, nous allons travailler avec des poutres de fondation, avec aussi en combinaison avec des radiers. Chaque fois que je vais définir un radier ou une poutre de fondation, pour qu'il soit possible de les définir, mes poteaux doivent avoir la caractéristique de 100 liaisons extérieures. Et vous pouvez voir un neve qui va apparaître à chaque fois que je me rapproche de ces caractéristiques. Donc, si vous voulez revenir et lire en détail ces devs, vous pouvez les faire. Donc, pour ça, je vais aller définir 100 liaisons extérieures. Et voici donc les différents poteaux qui vont aller jusqu'au plancher seulement. Et je vais modifier la section, les différents types de sections qui sont déjà disponibles dans le logiciel. Vous pouvez apprécier béton armé. L'utilisateur peut aussi travailler avec des poteaux métalliques en bois, des sections mixtes. Souvenez-vous de l'image, un poteau avec un profil d'acier entouré par béton armé. À l'inverse, nous avons un périmètre ou une partie externe en profil d'acier, un de béton armé et différentes combinaisons de sections, des sections aussi en ronde, etc. Donc, pour notre cas, nous allons travailler avec une section carrée de 60 par 60 et je commence l'introduction à l'aide, cette fois-ci, de la grille. Je me rapproche donc de l'intersection des lignes et je fais clic gauche. C'est facile. Maintenant, je vais définir les poteaux qui sont au milieu et cette fois-ci, je dois rajouter la section ronde qui va dépasser le rez-de-chaussée. Cette fois-ci, un diamètre de 50 cm. J'accepte. J'accepte et je commence l'introduction de la même façon. Je me rapproche des lignes de référence et si je passe à l'entrée des poteaux,
j'ai fait un vue 3D, j'ai pu voir l'avancement de mon projet. Voici les différents poteaux, voici les poteaux centrales qui ont donc cette section qui va dépasser le niveau du plancher. Donc, fini l'introduction des poteaux, j'ai pu passer au suivant onglet entrée des poutres pour définir niveau à niveau les différents éléments de mon projet. Donc, je vais commencer tout d'abord par les niveaux fondation et cette fois-ci, je vais aller sur mur, entre mur, mur en béton armé. Qu'est-ce que je vais faire avec cet outil? Je vais définir le périmètre de mon projet. Il faut savoir que dans ce cas, je vais utiliser les éléments poteaux comme référence pour l'introduction des murs. Mais il y a des autres possibilités pour introduire ou référencer l'introduction des éléments qui s'est travaillé aussi avec un fichier DXF ou DWG ou aussi en introduction par IFC ou même des BIM. Donc, dans ce cas, nous travaillons avec des lignes à référence et bon, nous allons référencer aussi l'introduction de ces éléments pour les existants qui sont les poteaux. Donc, je dois définir pour mon mur l'auteur, c'est-à-dire je vais aller depuis la fondation jusqu'à plancher 1. Je peux définir la section à chaque côté de l'axe du mur 15 cm. Je vais aussi définir dans ce cas la fondation. Je vais avoir une poutre de fondation. La poutre de fondation va recevoir réaction du sol. Donc, dans ce cas, j'ai besoin de définir la résistance du sol et les modules de réaction. Dans ce cas, j'ai laissé les valeurs par défaut, mais l'utilisateur peut bien sûr venir à définir les valeurs de l'étude géotechnique. Je vais aussi avoir la possibilité de définir les débords à gauche et les débords à droite de cette poutre de fondation. Je vais avoir un débord à chaque côté de 15 cm. D'accord? Et en l'épaisseur, je peux la définir aussi dans l'auteur de cette poutre. Donc, dans ce cas, je vais utiliser 60 cm d'auteur pour la poutre basse du mur. Donc, j'accepte. Et souvenez-vous qu'on avait un sous-sol. Et avant d'accepter, je vais définir le diagramme de pression. Quel type de définition de diagramme de pression nous pouvons utiliser avec les logiciels? Nous avons la liste des diagrammes de pression et ici nous pouvons faire la définition soit définissant les types de terrain. Dans ce cas, voyez-vous, nous allons aller jusqu'à la cote 0. C'est caractéristique pour notre projet. D'accord? Et aussi, on a la possibilité de définir avec les valeurs du sol et avec ces caractéristiques, le logiciel va calculer la pression qu'il va appliquer. Donc, par exemple, un sable lâche, on va laisser un sable lâche. Et si j'applique aussi un nappe phréatique, par exemple, jusqu'à moins 1,50 m, j'accepte. Je rajoute la poussée par défaut, je vais l'appliquer à gauche de mon mur. Vous pouvez voir un peu les diagrammes que j'obtiens. Donc, on voit bien ici la partie des pressions du sol et on va rajouter à la pression du sol la pression des nappes phréatiques qu'on avait à moins 1,50 m du côte.
Donc, ça, c'est une façon de définir la pression du sol pour notre mur. Une autre façon de faire, c'est définir la courbe de pression à partir des différents points. Ça, c'est une chose qu'on a rajouté sur les dernières versions. Et ici, nous pouvons définir les différents codes. À code 0, nous allons définir une valeur de 0. À la cote moins 1, nous allons définir une valeur de 0.5. À la cote moins 2, nous allons définir une valeur de 0.75. Et à la cote moins 3, nous allons définir une valeur de 0.2. Donc, voici la pression que nous pouvons appliquer à notre mur. Donc, c'est une autre façon de pouvoir définir une pression qui c'est un peu plus complexe que la poussée par défaut qu'on a définie de la première manière. Et de la même façon, je pourrais, par exemple, ici, effacer celui-là et appliquer le diagramme de pression à gauche. Et je peux même appliquer du diagramme de pression à chaque côté du mur. D'accord? Donc, c'est par défaut, par exemple à gauche, et à droite, là, le diagramme de pression générique. On va laisser seulement dans ce cas la poussée par défaut à gauche. J'accepte, et je commence l'introduction du mur. Souvenez-vous qu'à gauche, nous allons avoir la pression, donc c'est important la direction d'introduction du mur pour laisser à l'extérieur la pression du mur. Voilà. Donc, une vue 3D va nous montrer ce qu'on a jusqu'au moment. Et maintenant, nous allons compléter la fondation avec l'introduction des différents poutres. Et pour ça, je vais aller sur le menu poutres, entrée poutres, et nous pouvons voir ici les différents types de poutres que nous pouvons utiliser dans le logiciel CPK. Donc, on a des poutres plates, des poutres en retombée, des poutres appui, des poutres avec précontrainte. Aussi, on a les poutres de fondation, celles qu'on va utiliser aujourd'hui. Et on a aussi, par exemple, les chaînages non structurels aux limites, profilés en acier, poutres métalliques ou poutres en bois. Pour notre cas, on va utiliser les poutres de fondation. Souvenez-vous, ils sont des éléments qui vont obtenir une réaction du sol, donc il faut définir la résistance du sol et aussi les modules de réaction. Nous pouvons définir dans ce cas une largeur de 60 cm et une hauteur de 60 cm aussi. Donc, je vais modifier la largeur, par exemple, à 70. Je vais accepter et je commence l'introduction. Toujours, dans ce cas, je vais me référencer au poteau existant. Donc, ce périmètre fermé va être rempli, dans ce cas, par un radier qui va avoir une épaisseur un petit peu plus faible que celle des poutres qui entourent ces périmètres. Donc, pour définir un radier, je vais aller sur plancher, gestion des planchers, entrée plancher, et nous allons voir tout d'abord les différents types de planchers qu'on peut utiliser sur CP4. Donc,
Plancher sur poutrelle, vous connaissez bien déjà, poutrelle treillis, poutrelle précontrainte, poutrelle coulée sur site, poutrelle métallique, poutrelle joist ou poutrelle en bois. Dans l'alvéolé, nous avons ce type d'éléments. D'accord? Bien sûr, l'utilisateur, dans ce cas, peut définir sa propre bibliothèque. Plancher mixte, on a parlé déjà des éléments structurels mixtes. Nous avons eu déjà une image sur notre PowerPoint. Coffrage perdu, bas collaborant, nous avons la possibilité de définir une bibliothèque. Il y a déjà certains éléments qui sont définis par défaut et qui viennent avec les logiciels, mais l'utilisateur peut définir ses propres éléments et avec les caractéristiques du fournisseur. Donc, plancher réticulé, d'accord? Plancher dalle, nous allons les utiliser après, et radier. Voici l'élément qu'il nous faut. Donc, une épaisseur de 40 cm, situation durable pour la résistance du sol et module de réaction parce que nous allons avoir une réaction du sol. Donc, j'accepte, je clique sur le périmètre, je clique sur le mur qui va me donner la direction des différents barres et après, je peux copier pour tous les autres éléments. Donc, voici donc mes planchers. S'il y a plancher à définir, vous pouvez voir, je peux les étendre sur la vue 3D et vous pouvez apprécier que les niveaux des radiers et aussi des poutres de fondation sont au même niveau, sont les mêmes. Donc, la différence dans ce cas de la section, c'est pour s'apprécier au-dessous de la section. Donc, qu'est-ce que j'ai pu faire si j'ai voulu faire à l'envers? Dans ce cas, c'est correct. Pour mon projet, c'est bien, donc ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire si je veux modifier cette différence de niveau? Et que la différence de niveau s'apprécie en la partie supérieure et non pas au contact du sol. Je peux aller sur utiliser cet outil logiciel qui me dit plancher incliné dénivelé. Je vais ajouter donc un nouveau plan et cette fois-ci, je vais appliquer un dénivelé de 20 cm, c'est-à-dire juste la différence qu'il y a des sections entre les radiers et les poutres de fondation. Donc, je vais attribuer cette différence de niveau aux différentes poutres. Et nous allons voir une vue 3D du groupe. Vous pouvez voir donc que la différence des sections peut s'apprécier en la partie supérieure, tandis que cette fois-ci, dans la partie inférieure, on a une surface complètement nivelée. D'accord? Donc, comme j'ai dit, c'est seulement montrer l'outil. Dans ce cas, ce n'est pas le cas. Je veux avoir un niveau complètement plein dans la partie supérieure de mon projet. Comme ça. Voilà. Donc, nous venons de définir la partie inférieure du sol. Nous pouvons passer au suivant niveau, que c'est le niveau de rez-de-chaussée, pour définir les éléments porteurs des différents planchers. Donc, pour les faire, souvenez-vous, nous allons travailler avec
des poutres qui ne sont pas une section régulière, sinon qu'ils vont avoir différence des sections variables. Donc, je vais utiliser pour ça les types de poutres des sections variables. D'accord? Dans ce cas, c'est la 12e famille et le dernier type, poutre en retombée, section rectangulaire, variable. Donc, je dois introduire donc tout d'abord la largeur. La largeur va être constante, dans ce cas 30 cm, une dimension initiale de 60 cm, une dimension finale de 40 cm. Et pour la définir et pouvoir définir vraiment la distance que j'aurai à partir du poteau, je vais utiliser cet outil, introduction par coordonnées. Dans ce menu, nous allons apprécier ces options qui sont delta X, delta Y et delta XY. Je vais utiliser tout d'abord delta X. Et je vais tout d'abord définir le point initial de la poutre. Et après, avec delta X, je vais fixer une valeur de 1,40 m comme incrément. Et vous pouvez voir la section que je viens de définir. Maintenant, je vais faire le même pour les points contraires, point final, point initial de la poutre. Donc, et maintenant, delta X, mais cette fois-ci en valeur négative. Et comme ça, je viens de définir la longueur de 1,40 m à partir du point initial. De même, mais cette fois-ci, utilisant le delta Y, valeur de 1,40 m, pardon, je viens de me tromper avec 14. Donc, une fois entre poutres, même valeur, point initial et le delta Y de 1,40 m. Et ici, le delta Y, mais en négatif. Et nous allons apprécier ce qu'on a avec une vue 3D. Voici ce que je viens d'introduire. Maintenant, nous allons compléter cette structure avec une poutre de section constante et que le logiciel va détecter comme une section continue. Donc, je vais entrer poutre. Cette fois-ci, comme j'ai dit, une section constante de 30 par 40 cm. Et je clique ici et au final. Aussi pour la direction Y. Et voilà les sections que je vais maintenant copier. Je pourrais répéter le processus, mais je trouve que c'est plus facile copier car la régularité de la géométrie m'aide pour faire ça. D'accord? Donc, un peu l'objectif aussi de cette présentation, c'est utiliser ce type d'outils qui ne sont pas souvent utilisés, mais qui peuvent nous aider sur un projet un peu singulier à définir les éléments nécessaires pour ce projet singulaire. Donc, je vais utiliser maintenant copier élément du groupe, copier élément dans le même groupe. Je vais copier poutre, accepter et je vais sélectionner. Je clique en droite, je finis la sélection. Je vais choisir le point initial de la copie. Et maintenant, je vais copier sur tous les autres points de référence des poteaux. Et maintenant, je vais faire de même
mais avec les éléments comme la direction Y. Donc, vue 3D, et voici le projet jusqu'au moment. OK. Donc, maintenant, il nous faut définir le plancher. Les planchers correspondants à un plancher dalle, il est simple. Donc, je vais définir cette fois-ci de 20 cm. J'accepte et je vais copier le plancher pour les autres éléments. D'accord? Donc, voilà. Mais il faut savoir aussi que pour pouvoir arriver au sous-sol, il nous faut un escalier. Et on va la définir dans cette partie. Donc, pour ça, je vais tout d'abord, je vais effacer le plancher. Je vais aller au premier niveau à partir duquel je vais définir l'escalier. Et pour définir l'escalier, je vais utiliser les modules escalier. C'est vraiment intéressant module qui va nous épargner du temps et surtout, il va nous donner pas mal d'informations. Donc ici, nouveau noyau d'escalier. On va appliquer des tronçons. J'ai des bibliothèques par défaut dans le logiciel. Dans ce cas, je vais utiliser droite avec 16 marches et je vais modifier. Souvenez-vous que nous devons franchir 3 mètres 15. Donc, cette géométrie va franchir 2 mètres 80. On va éditer cette partie de la bibliothèque pour nous adapter à notre projet. Pardon, je vais utiliser celui-ci avec du fond. D'accord. Donc, même, j'édite. Maintenant, je vais définir donc les marches initiales des deux. Et je dois franchir les 3 mètres 15. Et pour ça, je vais définir 7 éléments ou 7 marches pour la première partie, 9 pour le deuxième. Et vous pouvez voir qu'on va franchir déjà avec cet escalier les 3 mètres 15 nécessaires. Donc, je peux accepter. Je peux accepter. En acceptant une nouvelle fois, je clique pour la première position et avec orthogonal, je vais positionner la direction de mon escalier. Et maintenant, avec l'outil déplacer, je vais lui donner la correcte position en X, Y. Je l'ai placé quelques centimètres comme ça et je vais voir une vue 3D de mon escalier jusqu'au moment. Maintenant, il faut les définir quel sera l'appui de mon escalier au premier niveau, au niveau des rez-de-chaussée. Donc, pour les faire, je vais monter au suivant niveau et je peux définir ces appuis de différentes manières. Soit je peux définir une poutre de 30 par 40, par exemple. Je me rapproche donc de l'escalier qui prend contact avec l'arrivée de l'escalier et il sera un appui. Mais je peux bien sûr aussi vouloir que l'escalier arrive de manière directe au plancher. Et comment est-ce que je peux définir cette caractéristique? Donc, je peux
aller cette fois-ci sur poutre, entre poutres. Je vais définir un chaînage non structurel de nul et je vais définir ses limites pour la dalle de manière à donner l'espace à l'escalier. En plus, après, je peux aller sur plancher, gestion plancher, copier plancher. Et pour ce périmètre qui est déjà fermé, obtenir l'espace pour l'escalier et aussi pour le rez-de-chaussée correspondant. Voilà la définition de l'escalier. Mais qu'est-ce que je peux obtenir avec l'escalier? Parce que je viens de faire un travail et j'ai vu un très bénéfice de ça. Tout d'abord, l'escalier, il va me permettre de définir de manière géométrique et physique cet élément. Aussi, je peux obtenir donc les efforts de cet escalier. Donc, je vais obtenir les efforts pour cet élément structurel. Il va aussi être possible d'obtenir donc les réactions de l'escalier qui vont être appliquées de manière directe sur la structure principale. Et aussi, un autre très bon résultat, c'est la possibilité d'obtenir les plans correspondant à l'escalier. Et ça va nous épargner pas mal de temps. Tout ça, il est déjà possible de l'obtenir en DXF DWG. D'accord? Donc, c'est un peu les différentes possibilités qu'on a au moment, grâce à la modélisation de l'escalier avec les modules. Donc, j'ai maintenant la possibilité de finir la définition des charges. Dans le logiciel, toutes les charges des éléments, les poids propres des éléments, est déjà prise en compte par le logiciel, car nous travaillons en réelle dimension et nous savons les caractéristiques physiques des bétons armés. Et nous avons aussi défini, souvenez-vous, les charges d'un groupe. Nous avons défini les charges par mètre carré du plancher correspondant au rez-de-chaussée. 400 kg par mètre carré et 200 kg de charges permanentes. Maintenant, on va définir, comme on a dit au début de la présentation, une charge d'exploitation d'1 tonne par mètre carré. Et il est important, quand on a des charges d'exploitation de grandes valeurs, faire la alternance des surcharges pour obtenir les situations les plus défavorables. Et comment est-ce qu'on peut les faire avec le logiciel? Nous allons tout d'abord définir, donc, j'ai décidé de faire une valeur constante des charges d'exploitation de 400 kg par toute la surface, mais l'alternance des surcharges, je vais la faire seulement avec le reste, c'est-à-dire 600 kg par mètre carré. Et je vais aller sur ouvrage, données générales, je vais aller sur les menus hypothèses additionnelles et à l'auteur des charges d'exploitation, je vais définir des charges additionnelles. Tout d'abord, je vais changer les catégories d'utilisation. Vous voyez que par défaut, le logiciel prend habitation et champ résidentiel. Donc, je vais la modifier dans ce cas pour des poids de véhicules de type lourd. D'accord? Et pour les voies aussi. Donc, j'accepte et j'ai maintenant la possibilité d'aller définir les charges d'exploitation, une charge additionnelle
Q1 que je vais aussi utiliser avec deux positions différentes et qu'ils vont être compatibles, c'est-à-dire ils vont apparaître à la même fois, soit un, soit l'autre, et combinés avec la charge initiale de 400 kg. Donc, voilà ce que j'aurai. Et je pour montrer la combinaison. Vous allez voir que je peux avoir la initiale de 400 kg, seulement la première position de Q1, la deuxième ou les trois la même fois. Donc, les différentes combinaisons se vont faire de manière automatique par le logiciel. Donc, j'accepte, j'accepte, et maintenant, on va changer à acceptant. Voilà. Donc, je vais commencer l'introduction donc des charges linéaires, des charges superficielles sur plancher. Et je vais rajouter la valeur de 0,6 tonnes par mètre carré de la position de Q1. D'accord? Je vais ajouter. Et je suis en train de définir l'alternance des surcharges. Ils vont être chargés cette partie et après, je vais définir la même, mais cette fois-ci pour la deuxième position sur les surfaces alternantes, sur les cadres alternatifs. Donc, avec ça, je viens de définir l'alternance des surcharges. Voici donc les modèles et on verra sur les résultats qu'est-ce qu'il va nous donner cette superposition et cette alternance des surcharges. Donc, voici la définition complète du sous-sol en béton armé. Maintenant, on va définir la partie acier. Et pour définir la partie en acier, je vais utiliser la caractéristique des structures 3D intégrées de CP4. Donc, nous allons voir que pour cette partie, donc, nous avons donc les sous-sols de fondation, les rez-de-chaussée et la couverture en acier. D'accord. Donc, voilà ce que je vais commencer à faire maintenant. Donc, pour le faire, je dois définir tout d'abord les points de liaison, nouvelle structure, et je me rapproche du centre des poteaux. Et clic en droite, je vais valider ces liaisons. Une fois que j'ai validé les liaisons, l'espace de travail de CP3D va apparaître, de façon que je vais avoir accès à autres outils différents des les outils de CP4. Et dans ce cas, je vais avoir beaucoup plus de liberté pour la définition de la géométrie des éléments structurels. Je pourrais faire, par exemple, la définition des plaques, la définition des différents éléments qui sont beaucoup plus complexes en géométrie qu'en bâtiment. Donc, nous allons commencer l'utilisation de cette connexion, définissant dans ce cas les barres. Souvenez-vous, nous avons différents types de profilés. Cette fois-ci, je vais utiliser les profilés en acier formés à froid. Je vais utiliser les tubes de géométrie de profilés de 5 par 15 en acceptant. Je vais introduire donc depuis ce point initial et avec une hauteur de 5 mètres mes poteaux, mes supports pour ma
couverture. Voici les supports. Et pour m'aider à la définition de cette géométrie qui n'est pas les typiques portiques rigides ou qui a une géométrie un peu spatiale et complexe, je vais m'aider des outils que le logiciel me propose. Et je peux aller sur le menu outils. Il y a ici un menu qui s'appelle Génération qui va me permettre de définir plan, nom et barre et pour notre cas, meille de tétraèdre. J'ai fait clic sur ce menu. Pour pouvoir l'utiliser avant, je vais aller définir deux barres qui vont être la base de cette structure spatiale. Une structure qu'on disait légère. Vous pouvez apprécier qu'on a 6 mètres de longueur pour ces barres. Je reviens donc sur l'outil génération, meille tétraèdre. Et le logiciel, vous pouvez voir ici en bas, va nous demander de sélectionner un élément. Cet élément à sélectionner, c'est les nodes des bases pour les coordonnées. Je clique sur le 12e. J'obtiens donc une direction pour cette génération. Et cliquant le 12e, je viens de définir le 12e axe. Et maintenant, le logiciel va me montrer un menu sur lequel je peux définir le nombre de divisions du segment 1 qui est sur l'écran, le nombre de divisions du segment 2 qui est sur l'écran aussi, et la distance entre plans, c'est-à-dire le supérieur et l'inférieur de notre maille. Donc, cette fois-ci, je vais définir le nombre de divisions en 6 et la distance entre plans de 1 mètre. J'accepte et le logiciel fait son travail. Donc, voilà donc, la définition des barres. Maintenant, je peux décrire ces barres, sélectionnant les éléments, cliquant droite, et je vais lui donner la caractéristique de 3 par 12,76. Du 3D de cette structure va me montrer qu'est-ce que j'ai jusqu'au moment. Voilà. Donc, souvenez-vous que cette structure spatiale sur les projets était plus grand, c'est-à-dire je dois élargir la surface de cette structure sur les 4 directions. D'accord? Et pour le faire, je vais utiliser aussi différents outils du logiciel. Tout d'abord, pour me positionner dans les bons points de travail, je vais utiliser cette barre, cette menu. Et je vais utiliser aussi les menus copier éléments. Vous pouvez voir aussi qu'il y a un raccourci pour cette copie élément que c'est CTRL-C. Donc, c'est la première fois et la dernière que je vais utiliser CTRL-C depuis cette menu. Après, je vais utiliser seulement la combinaison par clavier. Donc, je vais copier élément. La sélection va être des noms et barres. J'accepte. Je vais sélectionner 3 corps et cliquant Shift, je vais compléter la sélection des barres. Je suis en train de copier à l'espatial, d'accord? Même si mon aperçu c'est seulement sur un côté, je suis en train de sélectionner en 3D. Donc, j'ai fini la sélection cliquant droite. Je clique donc pour les points de sélection, les points pour initier la copie et je vais copier cette fois-ci
la dernière partie. Une vue 3D va me montrer qu'est-ce que je viens de faire. Voilà ce que je viens d'obtenir. Donc, je reviens sur l'aperçu. Une nouvelle fois, je vais sur copier élément, accepter. Je vais sélectionner, compléter la sélection, clic en droite, obtention des points initial de la copie et point objectif de la copie. Donc, je vais changer la direction de la vue. Et cette fois-ci, je vais une nouvelle fois, CTRL-C, combinaison par clavier, sélection des différents corps, complétant la sélection, clic en droite, finalisation des sélections. Je passe des points initial jusqu'au dernier point. Et répète. On peut répéter la dernière fois. Et une vue 3D va me montrer ce que j'ai jusqu'au Voici la structure spatiale avec les dimensions que j'ai besoin. D'accord. Donc, pour compléter l'appui de cette structure spatiale, je voudrais faire de manière différente la connexion entre ces poteaux et cette structure spatiale qu'on peut apercevoir ici. Si je vais sur mon projet original, je vais vous montrer ce qu'on veut obtenir. Je voudrais appliquer ce type d'appui, c'est-à-dire beaucoup plus adapté à ce type de structure spatiale, comme vous pouvez apercevoir. D'accord? Donc, à partir de ce point du poteau, je vais obtenir 4 points d'appui de la structure. Donc, comment est-ce qu'on peut développer donc cet appui? Si j'ai essayé de le faire avec l'introduction générale, la quantité de barres, on peut dire que ça peut rendre un peu complexe la tâche. Donc, je vais utiliser aussi une caractéristique vraiment intéressante du logiciel qui c'est le travail par fenêtre. Donc, cet outil n'est pas seulement ne se rendre utile seulement pour ça, sinon aussi pour obtenir information après sur les plans. Et je vais aller sur fenêtre, ouvrir nouvelle. Il y a différents types de vues que je peux définir et cette fois-ci, il m'intéresse la caractéristique vue 3D d'une sélection d'éléments. Donc, j'accepte et je vais sélectionner cette partie de la structure. Je vais lui nommer auxiliaire à cette fenêtre. J'accepte. Et voici donc ma fenêtre active sur laquelle je vais travailler. Un vue 3D de la fenêtre active va me montrer ce que j'ai comme point d'initial. D'accord? Donc, je vais définir sur barre nouvelle. Je vais sélectionner cette fois-ci un point milieu entre la section des poteaux et les sections de la structure, donc un profilé de 4 par 7,29. Et les points initiaux pour ces 4 appuis vont être 1 mètre au-dessus des niveaux inférieurs de la structure spatiale,
Donc, je prends comme référence les points supérieurs du poteau. Et aussi que c'est la même cote ou les mêmes niveaux du point supérieur de la structure spatiale. Donc, en me déplaçant par les poteaux, je prends comme référence, vous pouvez apprécier donc la valeur en bleu et je vais appliquer cette barre à partir du niveau 2 mètres depuis ce niveau. Et je commence la définition et l'introduction de cette barre auxiliaire. Voilà donc vue 3D de la fenêtre active. Voici ce que j'ai jusqu'au moment. Maintenant, je vais effacer cette partie du poteau qui ne me sert pas et je vais réutiliser cet cadre avec des barres qui vont triangler donc les structures. Donc, pour les faire, je peux aller sur barre, effacer. Et comme je disais, barre nouvelle pour compléter. Pour qu'il soit défini un nom ici, au milieu, je vais activer sur barre, générer nom au point de coupe. Donc, cette fois-ci, je peux voir qu'il y a un nom physique qui se trouve au milieu. Donc, en vue 3D, de la fenêtre active va me montrer qu'est-ce que j'ai jusqu'au moment. Et si j'ai fait un vue 3D, mais de la structure complète, on va voir qu'est-ce qu'on peut apprécier sur la structure complète. Voici mon objectif. Maintenant, j'ai pu répéter le processus pour les autres 3 poteaux ou épargner du travail et du temps et utiliser des autres outils ou des autres processus qui me permettent les logiciels. Et pour ça, je vais aller sur Fenêtre. Je vais utiliser les mosaïques verticales. Et ici, je vais tout d'abord masquer les plans parce que tous ces différents plans qui parfois m'aident mais parfois il peut me faire tromper, je peux les masquer. Donc, afficher, masquer plan. Je vais masquer. Et voici un travail beaucoup plus net. D'accord? Un aperçu beaucoup plus net. Donc, je vois que ici, c'est l'appui complète. Maintenant, je vais effacer. Je vais sur barre, effacer. Je vais effacer ces poteaux. Et pour pouvoir faire une sélection beaucoup plus à l'aise sur une vue beaucoup plus légère des barres et d'informations, je vais utiliser cette fenêtre. Donc, je vais CTRL-C, je vais faire CTRL-C, j'active, donc je fais la sélection donc des différents barres qu'il me faut. Je clique droite pour finir sa sélection. Je clique 7 points comme point de référence pour la copie et je vais passer d'une fenêtre à l'autre pour copier tous les éléments
qu'ils me sont nécessaires à compléter la structure comme je l'ai vu. Donc, je vais voir cette fois-ci sur du 3D la structure complète de mon projet. De la même manière que pour CPCAD, sur CP3D, les poids propres des barres est pris en compte par le logiciel. Maintenant, tous les éléments accessoires doivent être rajoutés par l'utilisateur. Et cette fois-ci, et seulement comme exemple, nous allons rajouter les poids, par exemple, d'une plaque sur la partie supérieure de la structure. Pour faire ça, nous allons sur le menu charge, introduire charge ou non. Je vais introduire une charge permanente. Je vais sélectionner les notes qui correspondent et clic en droite, j'obtiens donc les menus. La valeur, il va être vraiment peu, ça correspond à une plaque seulement, et à 20 kilos par non. J'accepte et je peux aller sur une hypothèse vue, charge permanente, et je peux m'approcher pour voir mes charges. Comme vous pouvez apprécier, c'est très petite, mais si je veux voir ou apprécier cette charge plus à l'aise, je peux changer les échelles. Pour les charges permanentes, dans ce cas, par exemple, je vais changer l'échelle avant et comme vous pouvez voir, la charge s'apprécie beaucoup plus à l'aise maintenant. D'accord? Donc, voilà les structures spatiales complètes pour, et maintenant on peut voir les structures du bâtiment aussi complètes. Bien, un peu l'objectif de cette présentation est de montrer différents outils. On va passer pas mal de temps sur la modélisation et on va voir certaines valeurs des résultats. Donc, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat à partir de cette modélisation? On a essayé d'utiliser donc des outils, différents processus qui ne sont pas communs en général. Vous pouvez voir différentes présentations de nos logiciels. En général, nous avons un certain préférence par les bâtiments des logements ou les bâtiments industriels des portiques avec profilés lourds. C'est vrai qu'ils sont les projets les plus communs, mais on voulait aussi vous montrer un projet qui sort un peu de la normalité pour vous montrer aussi des autres outils qui peuvent se rendre utiles pour votre jour à jour. Donc, pour nous épargner du temps, je vais aller sur les modèles finis et qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin du processus de calcul et descente du dimensionnement des différents éléments. Donc, tout d'abord, souvenez-vous, on a changé l'option du déformer. Maintenant, il se trouve sur l'onglet résultats. On a la possibilité, par exemple, de voir ici les facteurs de déplacement pour différentes hypothèses. On aura aussi la possibilité de voir la discrétisation. On aura la possibilité aussi de voir les structures superposées, de manière d'apprécier vraiment
ce qu'on a modélisé. Informations qu'on peut obtenir ici sur les modèles, par exemple les déplacements, on peut voir nom par nom les déplacements de chaque élément. On aura aussi la possibilité, par exemple, de voir sur les hypothèses les charges d'exploitation. Souvenez-vous, je vais essayer d'exagérer la déformer. Vous voyez que dans ce cas, par exemple, toute la structure du rez-de-chaussée s'apprécie de certaines déformations. Mais qu'est-ce qu'il passe si je vais sur la charge d'exploitation coin? Vous pouvez apprécier que seulement les zones sur lesquelles j'ai appliqué la charge se vont déformer, et pour les coins position 2, on peut apprécier l'application de la charge sur les autres endroits. De manière que le logiciel, il va calculer donc les différentes hypothèses, il va obtenir une enveloppe de toutes les situations et on va trouver donc de cette manière la situation la plus défavorable pour notre structure. De cette manière, on va obtenir le résultat d'une structure vraiment sécure. Donc, nous pouvons aussi, par exemple, voir différents résultats. On peut apprécier, par exemple, les charges les valeurs des renforts pour les dalles. Souvenez-vous que si on n'a pas une base, une armature basse, par exemple, je vais enlever l'armature basse et je vais aller sur égaliser armature et réarmer dalle. Nous allons sur vue, longitudinale, inférieure. Et nous pouvons voir donc les renforts appréciés pour l'armature basse de la structure. Nous pouvons aussi voir cette armature basse qui correspond au radier. D'accord? Nous pouvons aussi éviter les poutres. Ils sont des poutres de fondation. Vous pouvez apprécier donc les moments fléchissants qui correspondent donc à la réaction du sol. D'accord? En rapport, par exemple, les poteaux, on a la possibilité d'obtenir les différents renforts. Nous pouvons voir une vue 3D. Nous avons donc cette caractéristique pour les poteaux centrales. Cette armature peut être aussi exportée à différents formats, même en 3D. Et nous pouvons bien sûr obtenir les différents checks, les différentes vérifications selon la norme. Tout ça, il peut être partie du récapitulatif en PDF qui fera partie de la note de calcul du projet. Comme effort, nous pouvons apprécier bien sûr les différentes sections des poteaux.
d'accord, pour soit les hypothèses, soit les combinaisons. Et parlant des différents plans, nous allons par exemple aller sur plan de coffrage. Souvenez-vous que nous avons défini un grid. Et quels, quels sont les bénéfices d'avoir, par exemple, obtenu cette grid comme référence? Nous avons aussi défini un point d'implantation et à partir de ce point d'implantation, nous pouvons obtenir un tableau avec tous les points nécessaires pour l'implantation des poteaux. Nous pouvons définir ce point d'implantation soit à l'intérieur de l'ouvrage, soit à l'extérieur. Et à partir de là, sur chantier, on va obtenir 7 points pour l'implantation du projet. Et ça, on va l'obtenir à chaque niveau. D'accord? Ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on peut aussi obtenir à partir de, bon, j'avais montré déjà les escaliers. Ça, on peut déjà l'obtenir en DXF ou DWG. Et je voudrais passer aussi par l'édition des poutres. Souvenez-vous que nous avons défini pour les poutres des sections différentes, celles qu'on obtient en général, qui sont des sections variables. D'accord? On peut voir donc les moments fléchissants et on peut apprécier la section variable des poutres qu'on peut obtenir bien sûr sur plan. Voici par exemple les plans pour les poutres de fondation. Voici par exemple les poutres de rez-de-chaussée. Section variable et ici les poutres qui correspondent au central. Donc, si je veux obtenir toute cette information sur un logiciel de CAD, je peux le faire. Et je peux même vous montrer imprimer tous et l'afficher avec un logiciel associé. Voici donc l'information, une partie de l'information qu'on peut obtenir pour notre projet. Comme vous pouvez apprécier, toute l'information est classée en différents layers. C'est beaucoup plus facile donc éviter et envoyer à travers toute cette information.
Donc voilà, c'était un peu l'objectif de notre présentation aujourd'hui. On voulait vous montrer donc un projet un peu différent de celles qu'on, en général, on travaille. Euh, L'idée, c'était vraiment de un peu sortir de ces projets normaux et montrer un peu les possibilités qui vous pouvez obtenir et présenter sur nos logiciels et nos outils. C'est un chemin, connaître un outil comme CPK, CP3D qui sont vraiment puissantes. C'est un chemin de long, mais que ça rend bénéfice parce que à la fin, vous pouvez utiliser la grande possibilité du logiciel et améliorer votre travail et pouvoir avoir confiance aux outils pour améliorer, peut-être gérer des projets plus complexes. Merci beaucoup et à la prochaine.